s'agir du book haul des mois de janvier et de février. J'ai regroupé 2 mois en un parce qu'à chaque fois j'ai eu 6 livres, que ce soit en janvier ou en février. Et je me suis dit que ce ne serait pas vraiment utile de mettre que 6 livres pour le mois de janvier dans le book haul de janvier, 6 dans le mois de février. J'ai préféré en mettre 12 d'un coup et faire 2 mois. On va tout de suite commencer avec janvier. En janvier, je me suis pris La chronique des Bridgerton par Julia Quinn, qui est donc le tome 9, en quelque sorte, des années plus tard, et les chroniques de Lady Whistledown. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire là début mars, dans le cadre du challenge sur le Facebook où je suis membre de lecture, parce que je l'ai mis dans un romance historique. Il me semble que c'est un romance historique ou quelque chose comme ça. Mais tous les autres, je les ai lus. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de la famille Bridgerton? Je crois que ça a fait suffisamment le tour de la planète, mais on va en parler quand même un petit peu. On y suit 8 frères et sœurs. Chaque tome est consacré à un frère ou à une sœur, afin qu'ils trouvent leur âme sœur, tout simplement, quoi. Et ça se passe il y a 200 ans en arrière, quelque chose comme ça. Ah, je ne sais plus l'époque. 19e siècle, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais jamais avec les siècles, je suis toujours paumée. Mais c'est dans le passé. Et on est en Angleterre. Voilà, il faut le préciser aussi. Je pense que ça a fait vraiment beaucoup parler, que ce soit les livres, comme la série Netflix. En deuxième, je me suis acheté Opération Faux Petit Ami de Noël de Charlie Farrow, qui est un auto-édité avec Amazon, et qui est une suite à Opération Faux Petit Ami de Noël, qui était paru l'année passée. C'est une petite nouvelle, hein, attention, c'est pas un livre, un roman de 300 pages. Je crois qu'il fait, voilà, il fait un petit peu moins de 200 pages. Et Charlie le dit elle-même, c'est des nouvelles de Noël. À Noël, elle ne fait pas un livre avec 300-400 pages, elle préfère faire une petite nouvelle, moins de 200 pages. Pour vous résumer celui-là, on y suit Juliette, qui dans le tome précédent, on n'est pas obligé de lire le tome de l'année passée, mais c'est quand même conseillé parce qu'on découvre Juliette dans le tome de l'année passée qui était sur sa sœur, qui se cherchait un faux petit ami de Noël. Et là, Juliette, l'année passée, pendant les fêtes de Noël, elle a rompu avec son fiancé parce qu'il l'a trompée, tout simplement. Je ne veux pas trop en dire non plus, mais bon, voilà. Il l'a trompée, avec qui, comment, pourquoi, je ne dirai pas plus. Donc elle a rompu avec, là, ça fait 1 an qu'elle est célibataire, sauf que dans la famille des 2 sœurs, si vous venez célibataire à Noël, c'est vraiment, surtout à plus de 30 ans, c'est un peu la fin du monde, quoi. On va vous en parler pendant toutes les fêtes. Et du coup, c'est la sœur de Juliette qui lui dit « Mais pourquoi tu ne te prends pas un faux fiancé de Noël ?» Surtout qu'elle sait que son ex-fiancé, il se retrouve dans la même ville. Ils sont du même bled. Donc elle sait que lui, il va y aller avec sa nouvelle compagne. Donc voilà, c'est sa sœur qui lui dit « Mais toi, prends-toi un faux fiancé de Noël. Comme ça embêtera maman, ça embêtera tout le monde. Comme ça embêtera ton ex-fiancé. Maman sera contente, etc. » Et elle va jouer les faux fiancés avec son meilleur ami, qu'elle connaît depuis une année, qui est en fait le grand pote, le meilleur ami du petit ami actuel de sa sœur. Ça fait une année qu'ils se connaissent, qu'ils ont sympathisé, il l'a beaucoup aidé pendant cette période. Voilà, je ne veux pas en dire plus parce que c'est très court, mais je l'ai déjà lu qui plus est. Moi j'ai passé un très bon petit moment, j'aime bien les petites nouvelles de Noël de Charlie Farrow. En plus, elle se passe toujours en France jusqu'à maintenant. Elle en a sorti 3, c'est sa 3e, oui. Et à chaque fois, c'est en France. Donc ça, c'est un gros plus aussi. Quand c'est des petites histoires en France, moi, ça me plaît. Ensuite, j'ai reçu un cadeau d'une amie, Oslem, Dangerous Secret, en anglais, qui est chez quelle maison d'édition? Je ne sais pas. Qui est chez Disney Press et qui est de Marie Mancusi. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Mais c'est sur les parents, mais il existe en français, ça je sais. C'est sur les parents de Elsa et Anna dans La Reine des Neiges. C'est donc Agnar, comme ça qu'on le dit. Je n'arrive jamais, Induna, ça je le sais, et Agnar, je pense que c'est ça. Oui, Agnar. C'est quand ils ont, quand je vois le résumé, là c'est quand ils ont, quand Induna a 16, donc 16 ans. Et elle a des secrets. Mais je pense, au vu en plus des motifs et tout ça, qu'on va un petit peu jongler sur ce qu'on a vu dans La Reine des Neiges 2, c'est-à-dire le fait qu'elle a gardé pour elle pendant des années qu'elle avait sauvé Agnar dans la forêt du Nord, là-haut,
quand il y a eu la mutinerie du père, quand le père d'Agnar a voulu tuer le chef de tribu, enfin quand il l'a tué d'ailleurs, et qu'elle l'a sauvé, et qu'après les lieux ont été magiquement fermés, elle n'a pas pu retourner chez elle. On a vu dans le film qu'elle était proche d'Agnar, qu'elle a sympathisé avec lui durant l'enfance et après adolescent. Donc je pense qu'on va être sur le fait qu'à un moment donné, elle va devoir lui dévoiler ses secrets, qu'elle est une Northuldra, etc. Je pense que c'est un petit peu sur ça. J'ai bien aimé, il y avait eu un autre livre sur la Reine des Neiges dans cette collection, Entre le 1 et le 2, qui était sympa. Je l'ai lu en VO là, pendant le Cold Winter Challenge. Je l'ai assez bien aimé. Après, c'est pas non plus de la fantasy transcendante, hein. Ça reste du Disney, attention. Mais il me faisait de l'œil. Et mon ami Oslem l'avait mis en vente. Et comme je lui fais souvent réception de colis, parce qu'elle est suisse et que Disney Store ne livre pas en Suisse, qu'il n'y a pas de mondial relais non plus, et ben de temps en temps, elle me fait un petit cadeau. Et comme elle avait vu que j'avais mis dans ma wishlist suite à son post, elle me l'a offert généreusement. Donc je la remercie encore beaucoup. Je me suis par contre acheté My Dear Fucking Prince de Kazem McKinston chez Lumen Édition. Oui, alors le résumé chez Lumen est toujours énorme. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. C'est un MM, donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire relation entre hommes. On y suit Henri et le fils est Alex, le fils de la présidente des États-Unis. Les deux ne peuvent pas se voir en peinture, ils se détestent, et un jour il va y avoir publiquement, je pense face à des photographes ou une vidéo qui va sortir, où les deux s'insultent, à peu près, hein, une histoire dans le genre. En tout cas, le ton monte entre les deux, et l'Angleterre et l'Amérique qui sont alliés vont décider, la communication de la Maison Blanche et de la royauté va décider qu'il faut que ces deux garçons arrêtent d'être ennemis, parce qu'ils s'en donnent sur la presse, etc., et qu'ils deviennent amis. Donc je ne sais pas trop comment, ni pourquoi, on va les réunir afin qu'ils sympathisent, qu'ils deviennent potes. Sauf qu'ils ne vont pas juste devenir potes, ils vont devenir plus, ils vont devenir amants, hein, on va dire ça comme ça. Sauf qu'on est dans une société un peu similaire à la nôtre, hein, à part le fait qu'on a une présidente au lieu d'un président, c'est ça. On va avoir la thématique du fait que des monarques, le prince et le fils de la présidente des USA, avoir une relation MM, etc., dans une société où la communauté LGBT n'est pas encore toujours très bien vue. De ce que j'en sais, de ce qu'on m'a raconté par les Discord, par les vidéos que j'ai vues, il y a aussi un aspect politique sur ce livre vis-à-vis de ça d'ailleurs. Comment gérer ce qui va se passer entre eux. Moi j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère bien pouvoir me le faire en mars ou en avril d'ailleurs. Je sais qu'il plaît ou il ne plaît pas. Parce que j'ai entendu, c'est Nina Quill, je pense, qui disait qu'il y a pas mal de politique, justement. Il n'y a pas juste la relation entre eux, on parle aussi beaucoup des aspects politiques des pays. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aussi d'ailleurs le prendre en français. Au début, je l'avais mis en VO. Mais tout ce côté politique, comme disait Nina, en VO, c'est peut-être pas l'idéal. Quand on ne connaît pas trop la politique, c'est mon cas. Donc j'ai préféré attendre la VF. Ensuite, je me suis pris Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas, Woods of Heart and Blood, chez Bloomsbury, en anglais, parce que je l'avais déjà en VF de Saxus, car avec mon amie littéraire, Amélie, on avait prévu de le lire au mois de février, justement, avant la sortie de Crescent City 2, parce qu'on l'avait toutes les deux lu en même temps, une sorte de lecture commune en VF, vers le mois de juillet ou août l'année passée. Mais on s'est toutes les deux dit qu'on voulait lire le tome 2 quand il sortirait en VO, parce qu'on était à peu près sûrs. De Saxus nous disait on va sortir très vite le tome 2 de Crescent City, mais on s'est de toute façon dit il y aura quand même 3, 4, 5 mois avant que de Saxus puisse le sortir. Et on avait raison, parce qu'au final il vient de sortir le tome 2 de Crescent City, mi-février, et de Saxus va le traduire pour le mois de juillet. Donc on n'a pas envie d'attendre aussi longtemps. Mais on s'était dit, avant de se lancer dans l'univers le plus complexe de Sarah J. Maas en VO, relisons le tome 1, cette fois en VO, pour pouvoir vraiment s'imprégner dans un univers qu'on aura appris à connaître en français, dans un tome qu'on connaît déjà, et ensuite on se lancera sur le tome 2 directement en VO sans connaître la VF. Donc bon ben, j'ai pas besoin de vous dire à quel point ça a encore été une fois un coup de cœur. Hein,
énormément de théories sur ce tome, sur ce premier tome et sur la suite de la saga liée à Cotard. J'ai embêté l'autre jour Amélie avec ça. Je lui ai envoyé au moins 50 messages avec des théories sur Run. Elle en a une sur Amael, enfin moi j'ai sur l'épée de Run, j'ai un milliard de théories. Voilà. Pour moi, Crescent City, c'est peut-être pas le cas, hein. Attention, mais il y a tellement d'indices. Crescent City, elle est en train de l'écrire, Sarah Chimas, et elle a commencé une nouvelle trilogie d'Akotar. Et il y a tellement de similitudes. Il y a tellement de fois où on nous parle du fait qu'il y a des portails qu'on peut ouvrir sur d'autres mondes, surtout dans ça. Je sais pas. À un moment donné, je sais pas s'il va pas y avoir un crossover avec Akotar. J'en sais rien, hein, je n'ai pas encore lu le tome 2, vous allez voir plus tard. Mais il y a tellement de références, il y a tellement de choses qui coïncident avec Akotar que on verra bien. Et le dernier pour le mois de janvier, que j'ai déjà lu aussi, c'était La meilleure maman du monde de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez. Livre absolument magnifique. Je l'avais offert à Noël aux enfants que je garde. Je vais vous montrer par exemple une double page. Je l'avais offert aux enfants que je garde à Noël. Ils l'ont beaucoup aimé. Regardez. La maman loup. C'est vraiment une belle lecture pour les enfants. Et les illustrations de Benjamin Lacombe sont vraiment trop belles. Je vais vous en montrer encore une. Et laquelle? Tiens, par exemple, le petit chien. C'est vraiment un ouvrage que je conseille si vous avez des enfants. Et même si vous n'avez pas d'enfants, et que vous aimez Benjamin Lacombe. Mais c'est pas tout le temps que Benjamin Lacombe fait des ouvrages accessibles aux enfants. Je trouve qu'il y a certains de ces ouvrages qui sont un peu plus matures. Mais celui-là, il est vraiment accessible pour les enfants et j'ai trouvé vraiment génial. Un énorme coup de cœur aussi pour celui-là. On continue avec février et je me suis pris Gods of Love d'Eugénie Dielens chez Hugo New Romance. Alors ça, à la base, il était de toute façon dans ma wishlist. C'est pas moi qui le lis, c'est ma maman. Hein. Moi, je l'ai déjà lu, mais je l'ai lu en e-book en fait. Il était sur ma wishlist et on me l'a offert à Noël en e-book. Ma swappeuse, Lucie, si tu passes par là, je te remercie. Et il s'avère que pour le mois de la romance, qui a eu lieu du 1er février au 28 février, Hugo, j'allais dire Ludo, de la chaîne Prends un livre et détends-toi, a fait 2 LC et Gods of Love était une de ces 2 LC. Donc je me suis ajouté Gods of Love en e-book pour le lire en même temps que durant cette LC. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Alors on est sur de la mythologie grecque, hein, Gods of Love. On est en fait sur les érotes, qui sont les dieux de l'amour. Et plus précisément, là c'est l'histoire d'Eros, dieu de l'amour. Et lui et ses frères viennent souvent sur Terre, depuis tout le temps, quoi, depuis des millénaires, pour réparer les cœurs brisés. Les cœurs qui ne croient plus en l'amour, qui s'y refusent, etc. Vous voyez le topo. Ils ont chacun un cœur qui est attribué, un homme ou une femme, ça c'est égal. Ils savent le champ de ce cœur, ils le repèrent, ils savent que c'est leur mission. Ils doivent approcher de cet être humain qui est brisé, qui ne croit plus en l'amour, etc. Et petit à petit, pendant plusieurs semaines, lui permettre de réapprendre à aimer. Et la mission s'arrête le jour où l'humain va embrasser de lui-même. Ça ne doit pas venir du dieu, en l'occurrence d'Eros, ça doit être l'humain qui embrasse de lui-même le dieu. Et à ce moment-là, l'humain a le cœur qui est guéri, puisqu'il l'embrasse, ça veut dire qu'il croit à nouveau en l'amour. Et il va alors oublier tout ce qui s'est passé avec le dieu à partir du moment où ils ont échangé ce baiser. Par contre, cette personne aura son cœur ouvert à nouveau à l'amour et le dieu peut terminer sa mission en lui trouvant gentiment une personne qui lui conviendra au niveau caractère, etc. Et du coup, là on suit Eros avec Caléa, une jeune femme dont tout n'est pas tout à fait ordinaire dans cette mission. C'est-à-dire que l'aura de Caléa n'a pas beaucoup de changements de couleur comme on est censé l'avoir selon nos émotions. Les battements de son cœur sont étranges. Elle est vraiment fermée comme jamais. Enfin, Eros a du mal à la comprendre. On est bien sûr dans une histoire d'amour moderne. Hein, on est dans notre époque. Je crois qu'on est au Canada, si je me rappelle bien, parce que je l'ai lu il y a 3 semaines déjà. Donc, il me semble que c'était au Canada qu'on était. Moi, j'ai passé un très bon moment. Après, je n'ai pas voulu le détailler là. Je le ferai dans un autre date lecture. Je sais que il n'a pas plu à tout le monde, mais moi, je l'ai beaucoup aimé.
Et si on aime bien la romance et la mythologie, après, il ne faut pas chercher non plus en profondeur. Mais j'y reviendrai dans un autre de lecture. Moi, je l'ai beaucoup aimé, donc je le voulais forcément dans ma bibliothèque, et je savais que de toute façon, il allait plaire à ma mère, puisqu'elle, comme moi, elle est très mythologie grecque. Ensuite, je me suis pris, vous l'avez déjà vu passer 2 ou 3 fois, Honora, le tome 2 de Charlie Faro, qui est de l'auto-édité donc avec Amazon. Et dans Honora, mais pour vous raconter le tome 1, pas spoiler le tome 2, on y suit une jeune femme, on est sur notre planète, mais bien des années plus tard, je ne sais pas si c'est pas 500 ans plus tard. Et il y a eu une pluie de météorites, il y a 500 ans ou quelque chose comme ça, qui a tout changé notre planète comme on la connaît actuellement. Et suite à ça, par exemple, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus, je ne sais même pas s'il y a l'internet. Il y a de l'électricité, oui, mais les voitures, on en utilise très peu. C'est vraiment pour les personnes très riches, parce que c'est devenu une denrée très rare, ce qu'il faut pour la voiture, etc. Les femmes sont devenues beaucoup moins fertiles, elles ont beaucoup moins d'enfants, et il y a beaucoup moins de femmes qui naissent que d'hommes. Du coup, les femmes sont vénérées par leur famille et leur village. Et la famille de Nora, ses parents, ont choisi de la surprotéger jusqu'à ses 18 ans. Elle ne sort pas de sa chambre. Ils ont une jolie maison dans un joli village. Elle ne sort pas de sa chambre. Elle vit dans sa chambre. Elle a une belle chambre, par contre. Elle a même une télévision. Elle peut voir des films, donc des films qu'on avait à notre époque, de Twilight et que sais-je, vous voyez ce que je veux dire. Elle a la télé, elle a la musique, tout ce que vous voulez, enfin des CD, mais elle ne sort pas de sa chambre. Elle a sa penderie et sa salle de bain. Elle ne peut que sortir 2 fois par jour, 30 minutes, c'est tout. Sous surveillance avec un de ses 2 parents. Elle ne connaît personne dans le village, personne ne la connaît, parce que comme les femmes sont très prisées, elles sont aussi très menacées par certains clans, par des hommes peu scrupuleux qui vont les kidnapper pour les violer, pour faire de la reproduction ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, puisque les enfants, et encore plus les femmes, sont rares. Et Honora, ses parents un jour lui annoncent, quand elle a 18 ans, qu'elle va se marier. Elle va se marier avec un homme qu'elle n'a jamais vu, c'est ses parents qui l'ont choisi. Il s'appelle Warren, ou plutôt c'est Warren qui a choisi Honora, un petit peu des deux. Et dès qu'elle rencontre Warren, elle ne se sent pas très à l'aise avec lui. C'est-à-dire qu'elle a l'impression, il a des comportements bizarres. Il est parfois très distant, très froid, il fait un peu peur, il fait un peu froid dans le dos. Et à d'autres moments, il va lui dire plus gentiment, plus doucement, tu ne devrais pas vraiment m'épouser, enfin, il a une double personnalité, on le sent tout de suite, comme s'il avait une double personnalité. Honora va se marier entourée de ses parents, elle va retourner au village de Warren, car en effet c'est un chef de village. Un village, c'est même une ville. Warren, il a même une voiture, lui. Comme je vous dis, c'est censé être quelque chose de rare. Mais lui, il en a une. Il fait vraiment partie des gens riches. Elle découvre donc qu'il est chef de village, et surtout elle découvre, quelques jours après son mariage, qu'il est en fait un loup-garou. C'est pas un secret, sur la couverture du tome 1, vous avez un loup, donc vous vous doutez. Et ce que j'aime avec les loups-garous de Charlie Faro, c'est qu'on est sur des loups, il se transforme en loup, oui, mais il a 2 personnalités. Il y a Warren et il y a Lou. Lou correspond à peu près à la forme animale et Warren à l'être humain, mais ils sont partagés dans le même corps, autant animal que humain. C'est-à-dire que Warren est en contrôle du corps humain pratiquement tout le temps, mais il le partage avec Lou. Parfois, Lou prend le contrôle du corps de Warren. Et parfois, Lou est en forme de loup et c'est tout d'un coup Warren qui aura le contrôle du loup. Ils se partagent vraiment. Après, c'est pas équitable. C'est l'humain qui domine la version loup, de loup, c'est le cas de le dire. Mais j'aime ce concept du fait que c'est pas juste une personne. Il y a vraiment 2 personnalités. Et Warren est à l'opposé de Lou. Excusez-moi, Warren est un con. Alors que Lou est adorable. Et voilà, donc Honora découvre ça, il faut qu'elle gère ça. Et il se passe énormément de trucs, c'est des briques. Ils font 800 pages, quelque chose comme ça. 780, donc oui, pratiquement 800 pages. Il se passe beaucoup de choses dans le tome 1. Et là, je suis dans le tome 2. Il se passe encore plus de choses. Dans le tome 2, on découvre aussi les vampires, comme vous pouvez voir là. Je ne veux pas vous en dire plus, c'est vraiment à découvrir. Moi, j'ai vraiment aimé ce concept de loup-garou qui est très différent de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. Je ne peux que vous le conseiller.
Ensuite, j'ai reçu dans ma première box de Books and Arrows, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, j'ai reçu le livre Selena tome 1 de Célia Reus, j'espère que je le dis bien. Je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est un auto-édité ou alors une petite maison d'édition parce que c'est marqué Aelia Imaginaire. Mais je ne sais pas bien si c'est auto-édité ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu passer, il y a une autre couverture qui existe là, c'est la version collector, reliée. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre version plus classique en brochet. Alors du coup, je ne sais pas bien de quoi ça parle. Je sais juste qu'on est avec la phrase de derrière. Elle avait échappé à tout, mais peut-elle vraiment fuir qui elle est? Et là, on nous dit la couronne de Braham, c'est le premier tome, un groupe de mercenaires et une héroïne aux 1000 secrets, un roi assassiné et 2 héritiers, 2 suspects et une couronne qui attend son souverain. Moi, il m'en faut pas plus, ça me plaît énormément et j'ai hâte de le découvrir. J'ai reçu dans la deuxième box de Books and Arrows, celle de février du coup, Ruine d'Angel Arkin, le tome 1 chez Plume Blanche. Attention, c'est une future sortie. Et si je ne vous dis pas de bêtises, il est prévu pour je ne sais plus quand. Oui, voilà, j'ai regardé, c'est ce que je pensais. Il sort le 7 juin, parce que juillet, je savais que c'était Murmure de l'océan. Donc, il sort le 7 juin chez Plume Blanche. Et la Mystery Box de février de Books and Arrow était une exclusivité en avant-première. Ce premier tome de Ruine d'Angel Arkin. Alors, je l'ai déjà. Et si vous suivez ma chaîne depuis le début, c'est pas le cas de beaucoup de monde, mais vous savez que je l'ai déjà parce que je l'ai reçu dans la Mystery Box Plume Blanche, une des 2 que j'avais achetées. Mais ce que je vais faire, parce que moi je veux soutenir Books and Arrow dans son projet, et que le livre il est magnifique quand même, je ne sais pas si vous verrez, il y a des sabris, il y a du glacé en bas, et qu'il a l'air très sympa ce livre. Et la maison d'édition Plume Blanche est vraiment une maison d'édition que j'apprécie énormément et que je recommande à tout le monde. Ils ont une mise en page que j'aime beaucoup, avec des en-têtes de chapitres qui sont toujours mignonnes. Leurs couvertures sont magnifiques, derrière aussi. Enfin bref, moi je trouve qu'il y a un travail de qualité. La patronne, je crois qu'elle est toujours toute seule à tout gérer, est adorable. Elle passe souvent sur les comptes Instagram quand on laisse un avis review. Elle laisse un petit cœur, elle laisse un petit commentaire. Les autrices aussi passent pour laisser des commentaires et des cœurs. C'est vraiment une maison d'édition où on sent le respect, j'ai envie de dire, vis-à-vis du livre et tout ça, et des passionnés de lecture. Du coup, je me suis dit, je vais prendre cette box. La suivante, ça va être pareil. C'est déjà un livre que j'ai précommandé lors d'une campagne Bulle. Et ce que je vais faire, c'est 2 livres qui sont neufs. Je vais les garder précieusement dans un coin, à l'abri de la poussière, qui plus est. Et je vais les faire gagner un des 2 lors du concours des 500 abonnés sur Instagram. Je suis actuellement à 439, quelque chose comme ça. Je pense que d'ici 3 mois, quelque chose comme ça, je devrais certainement avoir 500 abonnés. Et je vous ferai choisir aux abonnés Instagram entre Ruine et l'autre livre que vous verrez du coup pour le mois de mars ou avril. Je ne sais plus s'il ne sort pas au mois d'avril. Voilà, je vous ferai choisir à la personne, au gagnant, s'il préfère Ruine ou l'autre livre. Et en plus, ils seront neufs. Voilà, et c'est des beaux ouvrages. Alors là, dans Ruine, je vais vous relire un petit peu le résumé. La légende parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui ne pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Si les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention, la dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son haut cerf sur les terres de son ennemi, quitte à causer sang et chaos sur son passage afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui saura brandir l'épée. Moi, il me donne très envie. Alors, ça vient de l'univers du porteur de mort, mais apparemment, il me semble que j'avais entendu dire qu'il n'y a pas besoin de l'avoir lu pour pouvoir lire cette trilogie. Il me semble d'ailleurs que je l'avais demandé à la maison d'édition. Et en effet, il n'y a pas besoin. Ensuite, un des derniers achats, J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stones, l'édition Minalima, qui est magnifique, on l'a vu passer partout.
en VO. Pourquoi en VO? Tout simplement parce que j'ai déjà 2 versions d'Harry Potter en VF. J'ai les toutes premières couvertures des Harry Potter de chaque tome. J'ai commencé à suivre la saga quand c'est sorti au cinéma le premier film. Donc du coup, il y avait déjà 4 tomes de sortie. Et j'avais acheté le coffret poche des 4 tomes, mais c'était les premières couvertures. Et après, j'ai pris toutes les grosses éditions quand ils sont sortis, les tomes 5, 6, 7. Donc j'ai les premières éditions, les toutes premières éditions au niveau des couvertures. Et j'ai commencé les Jim Kay, j'ai les 2 premiers tomes, que j'ai commencé en 2017, il me semble. Donc pendant longtemps, j'ai résisté, parce que je le voyais passer partout sur Booktube, le tome 1, puis maintenant le tome 2. Mais je résistais, même s'ils sont magnifiques. J'ai dit, j'ai les Jim Kay, j'ai déjà 2 versions en VF, pourquoi en avoir une 3e? Et dernièrement, Madame la Fraise, Fanny, parlait de cette édition. Et je ne sais pas pourquoi, dans la vidéo, elle a parlé de la VO. Je ne sais plus comment ni pourquoi. Et là, je me suis dit, mais oui, tu as certains Harry Potter en VO, les 5, 6, 7, puisque je les lisais en VO à leur sortie, hein, comme on devait attendre au moins 6 mois pour avoir en VF. Mais j'ai pas les premiers, et puis surtout, j'ai qu'une seule version en VO. Donc, je me suis dit, oui, en VO, ça peut être sympa. Alors, le truc avec les Minalima, c'est qu'il y a des très belles pages. Je vais vous en chercher. Bah là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est illustré par Minalima. Et en plus, oh, je vais faire quelque chose. Et en plus d'être illustré, il y a des pop-up, il y a des choses qui s'ouvrent, comme là le château. Il s'ouvre en différents endroits. Je vais vous en montrer un autre. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple là, vous avez la grande salle. Et après, on plie et vous avez la grande salle. Oui, c'est ça, la grande salle à Noël. Donc voilà, il y a plusieurs pages comme ça. Et c'est vrai qu'il me faisait très très envie, malgré tout, je ne vais pas me le cacher, hein, il me faisait envie. Mais j'hésitais pendant longtemps. Et grâce à Fanny, j'ai eu cette idée de le prendre en VO. Et puis surtout, ce qui me chagrinait par contre, c'est que dans les magasins, je ne pouvais pas, il était toujours fermé, sous blister. Et comme il y a en plus des protections entre chaque page, je n'osais pas ouvrir les pages pour voir à l'intérieur. Et Ludo, de Prends un livre et détends-toi, a reçu par Gallimard, je ne sais pas si c'est Gallimard en VF, hein, mais il a reçu le tome 2 et il l'a fait lors d'un de ses updates lecture. Il a fait chaque page du livre, chaque pop-up, chaque petit dessin, il l'a fait page par page et ça m'a permis de vraiment de décider sur le fait que je voulais le faire, cette collection, je la voulais. Et le dernier livre, finalement, le gros bébé, qui me rend plus qu'heureuse. On va commencer la lecture commune avec Amélie normalement demain, le 1er mars. J'espère qu'elle a fini ses lectures. Amélie, si tu n'as pas fini, je vais mourir. Parce que... Ah, ce gros bébé de Crescent City, de Sarah J. Maas. Celui-là, c'est Ooze of Sky and Breath. Sorti chez De Saxus en juillet 2022. Il n'y a pas encore trop à attendre, ça va, mais... je suis frustrée que les Français doivent attendre quand même aussi longtemps. C'est une jolie brique. Dans Crescent City, on y suit Bryce, qui est une mi-humaine, mi-fae. Et il y a 2 ans en arrière, elle a perdu, enfin dans le premier tome, hein, je ne vais pas vous raconter le deuxième tome, je n'ai même pas lu vraiment le résumé, et je ne veux pas lire le résumé. Et 2 ans auparavant, elle a perdu sa meilleure amie avec qui elle était très fusionnelle, Danica, qui était une métamorphe loup-garou. Loup. Danica a été assassinée dans leur appartement avec toute sa meute. C'était leur soirée, parce que c'était une chef de meute, Danica, et c'était leur soirée entre eux. Bryce était sortie avec leurs 2 autres copines dans une boîte. Et Bryce, quand elle est rentrée, elle a découvert la meute complètement éventrée, en petits morceaux, éparpillés partout dans l'appartement, dans la chambre, etc. Et 2 ans plus tard, il y a un meurtre similaire qui est reproduit. Et comme ils n'ont jamais... Ils pensaient avoir trouvé le coupable, mais comme il est en prison, ben c'est clairement pas lui. Miché, Mika en anglais, je préfère, parce que Miché, et en français, on a l'impression que c'est une femme. Non, c'est un homme. Miché, l'archange Miché, demande de l'aide à Bryce, qu'elle participe avec sa légion, je crois que c'est la 33e,
d'anges déchus, etc. et d'autres créatures, afin de résoudre ce mystère, puisque c'est elle qui connaissait le mieux Danica dans toute la ville, retracer ses itinéraires, les derniers jours de sa vie, etc. et comprendre pourquoi il y a eu ce meurtre, et aussi comprendre pourquoi le nouveau meurtre, c'est un vampire, c'est une créature que Bryce a rencontrée quelques heures avant. Donc comprendre pourquoi ces créatures sont toujours liées à Bryce et qu'elles meurent quelques heures après. On lui donne comment dire, comme partenaire et surveillant Hunt Altar, un ange déchu, qui est là. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi il a deux faces comme ça, Hunt. Il a un œil jaune, orange, un œil noir. Sur cette couverture, je ne sais pas pourquoi il me fait penser à Tiaru, qui est un sirène. Mais non, c'est bien Hunt. Elle l'a confirmé, c'est Arjimas, et c'est ses ailes derrière. On va voir pourquoi est-ce qu'il est pareil sur cette couverture. Il me fait un peu peur. Hunt Altar est l'Umbra Mortis de Miché. C'est celui qui fait le sale boulot de Miché. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un que Miché veut voir assassiner en douce, eh ben c'est l'Umbra Mortis qui l'envoie. Il dit, je suis là, il meurt lentement, pas avec d'arme à feu, mais avec une épée. Ça doit durer des heures ou toute la nuit. Eh ben, Hunt, il doit obéir parce que c'est un esclave de la République. Je ne veux pas en dire plus, mais il y a tellement plus dans Crescent City. Moi, j'ai envie de vous dire, en tout cas pour le premier tome, c'est une histoire sur l'amour. L'amour entre deux meilleurs amis, et c'est la plus belle des formes d'amour de cette histoire. L'amour entre Hunt et Bryce, parce que c'est pas un secret. On sait qu'on est dans une romanticie, hein, donc entre Bryce et Hunt, ça chauffe vite. Et finalement, l'amour familial aussi. Mais là non plus, je ne veux pas trop vous en dire, mais la famille est aussi à une place là-dedans. Certains liens familiaux d'amour sont importants. Ce nouveau tome, je ne sais pas trop sur quoi on va partir, mais il y a toujours Hunt, il y a toujours Bryce, et j'ai vraiment hâte de le lire dès demain, normalement. Et voilà, on a terminé. Il y a quand même 12 livres, je pense qu'il y en a pour un assez gros moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que vous avez vus, vous les avez lus, ou s'ils vous font envie, tout simplement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, ça permet toujours au petit contenu de se faire connaître. Et sur ce, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!